Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, une nouvelle fois, pour une petite vidéo pour parler de comics. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit pot pourri. C'est-à-dire que j'ai tout un tas de lectures plus ou moins récentes, des trucs qui sont sortis il n'y a pas tellement longtemps, des choses qui sont sorties il y a un peu plus longtemps mais que j'ai rattrapé dernièrement, des petits points d'étape, un peu de VO, etc., etc. Et plutôt que de vous faire une vidéo sur chacune de ces lectures, et ben juste avant de partir en vacances, et ben j'ai eu envie de vous faire, allez, une espèce de petit pot pourri. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai pas forcément préparé énormément de choses à dire autour de ces lectures. J'ai plutôt envie de laisser voilà, couler un petit peu le fil de mes pensées comme d'habitude. Et puis que ça permette de vous donner mon avis, mais vraiment à chaud. Et puis que ce soit comme d'habitude le point de départ de discussion qu'on peut avoir ensemble dans les commentaires. J'aime bien ce genre de délire. De quoi on va parler en premier? En premier, on va parler de ça. Doctor Strange, le début et la fin. C'est sorti en must-have il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Au scénario, John Michael Straczynski, un scénariste que j'apprécie tout particulièrement. Et au dessin, Sarah Barnes, Brandon Peterson. Très très bon dessinateur au demeurant, puisque la qualité graphique de ce must-have est absolument géniale. J'avais demandé à Eddie, le serial vlogueur, qui est un très très gros fan en fait du Docteur Strange, de me conseiller une lecture à propos de ce personnage. Voilà, j'ai envie de dire à la confiance. Et il m'a conseillé ça. J'ai dit bah vas-y banco, je vais tenter le coup, sans savoir réellement ce qu'était l'histoire, le principe et tout. Et puis il faut reconnaître que bon bah, déjà quand Eddie sur son personnage favori te conseille une lecture, moi c'est le genre de délire en fait qui me plaise, où j'ai envie d'aller tenter le truc. Et en plus quand au scénario tu apprends que c'est Straczynski, et Straczynski qui est vraiment un auteur que j'apprécie tout particulièrement, ça n'a pas été difficile en fait de sauter le pas. Et donc, sans vraiment rentrer dans les détails, j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est une lecture qui est extrêmement solide, mais ce n'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, ou plutôt, c'est pas vraiment ce que je recherchais comme histoire autour du Docteur Strange. Pour être très clair, on est sur une origin story. En gros, hein, on est sur une origin story que je trouve très bien faite, très sympa, qui permet de vraiment réactualiser l'origine du Docteur Strange. Donc pour tout nouveau lecteur qui aurait envie à un moment donné de découvrir un petit peu les débuts du Docteur Strange, ça peut être vraiment une lecture très solide, une lecture fondatrice. Ça, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que moi, c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire. J'avais plutôt envie de lire pas une origin story, mais j'avais envie de lire une grande aventure du Docteur Strange. Mais ça, je ne l'avais pas forcément dit à Eddie. Mais néanmoins, même si c'était pas forcément le genre d'histoire que j'avais envie de lire, il faut bien reconnaître que j'ai passé un excellent moment. C'est bien fait, c'est très joli, mais il n'y a pas énormément de surprises. Il n'y a pas eu de truc en fait où j'ai vraiment été surpris, conquis, voilà. J'ai trouvé que c'était très solide, très sympa tout le long de l'histoire, mais il n'y a pas de moment où j'ai vraiment été surpris, où j'ai vraiment été scotché. J'ai lu des trucs de Straczynski qui selon moi étaient meilleurs que ça, mais en même temps, sur une origin story où je connais déjà quand même un peu l'origin story du Docteur Strange, je connais un petit peu le personnage, je suis pas forcément étonné que j'ai pas eu de très très grandes surprises à cette lecture. Pour être tout à fait honnête avec vous, pour découvrir le personnage du Docteur Strange, je reste persuadé que le premier film Docteur Strange est la meilleure porte d'entrée qui puisse exister. C'est pas un bouquin, c'est pas un comics, mais en termes d'origin story, j'ai préféré largement revoir le premier film Doctor Strange plutôt que lire ça. Vraiment. Si vraiment vous avez une envie incroyable de lire du Doctor Strange, ça peut être une lecture extrêmement intéressante. Si vous voulez, comme moi, éviter peut-être une origin story, je vous invite à poser la question au serial vlogueur qui, lui, saura vous conseiller éventuellement des histoires qui ne seront pas des origin story, mais qui seront vraiment des histoires marquantes, impactantes et disponibles du Docteur Strange. Mais sinon, ça peut être un truc très très bien. 19 €. Dis donc, ça pique quand même. Surtout que je peux me tromper, on va dire que je chipote, mais la qualité du papier du must-have m'a l'air extrêmement différente de la qualité du papier qu'on a sur les 100%.
je trouve qu'on est vraiment sur un papier beaucoup plus cheap et on voit vachement bien au travers. Et puis surtout, quand j'en ai parlé en fait sur Instagram que j'avais acheté ça, il y a deux personnes qui m'ont tout de suite en fait alerté en me disant c'est dommage, tu l'as loupé à 4 balles l'année dernière dans une collection Carrefour du côté de chez Panini. Pour le coup, c'est vraiment dommage parce que 4 balles, ça aurait été très intéressant de la découvrir pour 4 balles, mais c'est vrai que je fais pas forcément attention à ces collections. Erreur, vraiment, je dois faire beaucoup plus attention à ces collections. Mais en même temps, ça me donne pas envie de les acheter parce qu'il y a un côté vraiment dépareillé dans les bibliothèques qui me déplaît. Je suis un psychopathe des bibliothèques. Ah, j'aime bien quand c'est joli, quand c'est bien rangé, quand ça a de la gueule. Il y a un côté collectionneur que j'ai et que j'aime beaucoup. Et donc c'est aussi pour ça que ces collections Carrefour, bah, je ne vais pas forcément dessus, parce que je sais que je ne vais pas prendre l'intégralité. Je vais pas prendre des trucs en doublon. Et donc avoir des petits tomes comme ça, éparpillés, dépareillés, ça m'embête toujours un petit peu, et donc généralement bah, je ne me considère pas comme la cible. Et bah vous voyez, là pour le coup j'ai fait une erreur, parce qu'à 4 balles, j'aurais été très content de le lire, à 19 ça me fait un peu chier, je vous le cache pas. Mais vraiment lecture solide, et je vous le conseille véritablement. Alors j'ai rattrapé une lecture que j'avais sur ma palle depuis quand même déjà un certain nombre d'années, puisque j'ai lu le Superman Batman de 2016, c'est en 2 tomes, et j'ai lu que le premier tome, et je n'irai pas sur le tome 2, donc évidemment on est du côté de chez Urban Comics. Au scénario, c'est Jeff Lubb. Jeff Lubb que j'apprécie tout particulièrement pour tout un tas de récits qu'il a pu faire, notamment avec Team Cell. Et là, ce tome-là m'intéressait parce que on avait la promesse évidemment de voir fonctionner ensemble un duo Superman-Batman. Ça allait se passer juste avant Crisis, pas Crisis on Infinite Earth, Infinite Crisis. Donc on est vraiment sur une période que je trouve extrêmement intéressante, qui est ma période préférée en fait de chez DC jusqu'à maintenant. On va dire post Crisis on Infinite Earth jusqu'à Flashpoint, cette période-là est pour moi vraiment source de beaucoup de bonheur et de beaucoup de bonnes lectures, et donc j'avais forcément envie d'aller voir ce premier tome. Et puis la promesse aussi, c'était de découvrir Superman, Batman, en dehors de la Justice League, qui allaient collaborer et qui allaient travailler ensemble en équipe. Et on est sur les deux personnages les plus emblématiques de l'univers d'ici, qui ont énormément de points communs et énormément de différences, et j'avais vraiment envie de voir un peu ce que ça pouvait donner sous la houlette de Jeff Lubb. Jeff Lubb qui, je trouve, a cette faculté en fait à décortiquer un petit peu les personnages, à savoir aller chercher les différences, les points importants, les mettre en lumière, nous les montrer. Et c'était vraiment ça que j'allais chercher. Et en ce sens, j'ai pas été déçu. C'est pas le truc le plus incroyable que j'ai pu lire dans ce sens-là, mais c'était vraiment bien. Au dessin, il y a 2 grosses parties. Il y a une première partie où on est sur un arc où on est en fait sur la fin du président Lex Luthor. Mais c'est en lien aussi avec le deuxième arc. Hein. Je reste relativement cryptique pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Mais à un moment donné, Lex Luthor a été président. Et puis on est vraiment sur, entre guillemets, la fin de son règne. Et donc au bord d'Infinite Crisis. Et ensuite, on a une deuxième partie où au dessin, cette fois-ci, c'est Michael Turner. Donc première partie, Ed McGuinness. Deuxième partie, Michael Turner. On est sur 2 dessinateurs extrêmement connu, extrêmement doué, un qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, et on le regrette évidemment, et qui ont tous les deux vraiment marqué leur époque. Turner, certainement un petit peu plus, dessinateur emblématique, je dirais des années 90, début des années 2000, surtout des années 90 si je dis pas de bêtises, et j'ai pas forcément lu beaucoup de trucs de Turner, mais j'avoue que son trait m'inspirait beaucoup. Et McGuinness, c'est très étrange en fait son trait, parce que j'ai toujours beaucoup de mal en fait à rentrer dans des bouquins qui sont dessinés par Ed McGuinness, et au final, une fois qu'on commence à rentrer dedans, et ben je trouve que ça fonctionne très très bien. Il a cette espèce de trait un peu rond, un peu cartoon, mais finalement qui sait aussi être très sérieux et mettre surtout en lumière les combats, la puissance, le côté vraiment le côté gigantesque qu'il peut y avoir dans des affrontements en fait de super-héros. On a notamment pu le voir sur Avengers, le voir notamment moi à l'époque sur Hulk, la période Hulk rouge, tout ça, où j'ai vraiment apprécié son trait. Et donc il y avait vraiment une belle promesse. Grosso modo, au niveau du scénario, je dirais que la première partie est pour moi
la plus solide, la plus intéressante en termes d'histoire, parce que c'était vraiment sympa, il y avait du suspense. Il y avait quand même des défauts, où j'ai retrouvé en fait les défauts de Jeff Lubb que j'ai pu retrouver sur Batman Silence, le côté un petit peu catalogue. C'est-à-dire que sur Batman Silence et dans cette première partie, j'ai vraiment l'impression que on est sur une espèce de catalogue de super-héros, de super-vilains, et il y en a beaucoup, et on vous présente un tel, et on vous présente un tel, ça m'embête toujours un petit peu. Je préfère que ça fasse un petit peu moins catalogue, mais qu'on reste sur quelques personnages, mais qu'on les développe un petit peu plus, et qu'on rentre cette histoire, qu'on rentre un petit peu plus en profondeur dans les personnages, notamment dans les antagonistes. Et il y a un petit côté catalogue qui m'a un petit peu embêté dans cette première partie, mais c'est relativement léger et l'histoire est vraiment solide. Le gros point fort pour moi de cette première partie, c'est évidemment de quelle manière en fait Jeff Lubb va mettre en lumière la relation entre Batman et Superman. On est à chaque fois entre guillemets sur des bulles de pensée. On va suivre le cours de la pensée de Batman, le cours de la pensée de Superman, et on va voir comment, suivant des problématiques, suivant des événements, comment eux ils vont réagir, et surtout comment ils vont penser à l'autre. Comment ils vont penser, comment ils vont adapter leur fonctionnement vis-à-vis de l'autre, et on va petit à petit, c'est là où Jeff Lubb est très fort, gratter un tout petit peu, et on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans leur relation. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que le point de départ, c'est qu'on peut dire que c'est vraiment deux héros qui sont totalement différents, Superman et Batman. L'un évolue vraiment dans la lumière, c'est le soleil qui lui donne son énergie, il évolue à Metropolis, qui est une ville absolument magnifique, l'autre évolue dans l'ombre, la nuit, dans Gotham. Enfin, on est vraiment, un est l'être le plus fort qui puisse exister sur la planète, l'autre est simplement un être humain. On a vraiment des différences fondamentales. Clark a été... ok, il a pété, enfin sa planète a pété, il est orphelin, mais il a été élevé dans une famille aimante, voilà, dans une famille de, entre guillemets, d'agriculteurs, etc., etc., alors que l'autre a perdu ses parents très jeunes, il était issu de la bourgeoisie, dans un manoir, etc. Enfin, vraiment, c'est totalement diamétralement opposé, et pourtant, on réussit à les voir se retrouver sur des valeurs communes, sur des choses qui les rapprochent, et c'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est de quelle manière subtile Jeff Lubb met en lumière le fait que l'un admire l'autre. Vraiment. Et Batman inspire Superman sans qu'il se le dise, et Superman inspire Batman sans qu'il se le dise. Et c'est là en fait le truc qui est absolument génial, c'est qu'on se rend compte que l'un pousse l'autre à devenir meilleur. Et vraiment, vraiment, la première partie de cette histoire, elle vaut vraiment le coup d'être lue à mon sens pour ça, pour la relation Batman-Superman. J'ai pas souvenir d'avoir d'autres lectures qui mettent aussi bien en lumière cette relation-là. Vraiment, sur cette première partie, c'est très intéressant. La deuxième partie, on est sur la suite, mais c'est un nouvel arc au final, où on va avoir, je crois que c'est Kara Zor-El, enfin Supergirl, qui revient, etc., etc., mais on ne sait pas si c'est une gentille, c'est une méchante. On est toujours un petit peu sur ce même principe de pensée, on suit la pensée de Superman, on suit la pensée de Batman, et puis au final, on va suivre un petit peu cette histoire. Darkseid est mêlé à tout ça, donc c'est vraiment... la promesse, on va dire, d'une belle bataille, mais vraiment j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça finalement très très plat. J'étais pourtant très hypé parce que justement on allait revoir Darkseid, puisque ça nous était clairement dit en fait dès le début, et au final je me rends compte dans ma bibliothèque que j'ai pas forcément énormément de récits où Darkseid est le grand méchant, où il va y avoir une grande bataille de Darkseid. C'est un personnage que j'adore, que je trouve ultra emblématique, mais j'ai pas forcément beaucoup de lectures autour de Darkseid. J'ai la Justice League New 52, voilà, j'ai Final Crisis. Pour des raisons tout à fait personnelles, je ne vais pas classer ça dans mon top. J'ai du Mister Miracle. Il faut que je continue à lire le 4e monde de Jack Kirby pour découvrir les origines un petit peu de tout ça. Mais j'ai pas forcément grand chose de plus avec Darkseid, à moins que je me trompe. Il y a peut-être des trucs chez Urban que j'ai loupé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais du coup, j'étais vraiment content de me dire, putain, Superman, Batman contre Darkseid. Allons-y, ça devrait balancer pas mal.
pas ouf au niveau de l'histoire, pas ouf au niveau de la baston de Darkseid. Je dirais que le gros point fort, c'est vraiment les dessins de Michael Turner, où il faut reconnaître qu'il a une faculté à rendre iconiques les personnages, mais d'une manière totalement abusée. C'est magnifique, mais pour moi, c'est même trop. C'est-à-dire que Batman, il a des oreilles, mon pote. Écoute-moi bien, il peut pas passer en dessous des portes. Il a des poignets, des mains, mais sans déconner, c'est absolument abusé. Superman, c'est une montagne de muscles, mais très bien dessiné, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que c'est un tout petit peu trop. Pour mon goût perso, et ça me plaît pas forcément comme trait, c'est pas forcément mon truc. Sa manière de dessiner les personnages féminins, là pour le coup je vais aller un petit peu à contre-courant de ce que j'ai pu dire dans les dernières vidéos. Oh putain, dis donc, frérot, c'est trop, hein. Wonder Woman, elle est iconique, hein. Elle est iconique. Bah, elles ont toutes des yeux de biche, elles ont c'est pas trop mon délire. Darkseid est ultra impressionnant, ultra badass, mais c'est pareil, c'est même un petit peu trop. Je trouve que c'est vraiment, c'est ça le truc, c'est que le trait de Michael Turner là-dedans, tout est un petit peu trop. C'est magnifique, c'est génial, je peux absolument pas critiquer son trait, c'est juste qu'à un moment donné, ça correspond pas à mes goûts, à mes attentes. Globalement, j'ai trouvé que c'était relativement solide comme lecture, c'était relativement sympa, surtout la première partie, mais la deuxième un petit peu moins. Est-ce que je vous invite vraiment à aller dessus? Pour la relation Superman-Batman du début, franchement pourquoi pas, mais je suis pas du tout certain d'aller sur le tome 2. Je dirais que ce tome 1, tel qu'il est là pour l'instant, il me convient parfaitement et j'ai pas forcément besoin d'aller au-delà. Maintenant, on va passer sur mon chouchou, hein, on va parler de Hulk, puisque j'ai eu le plaisir, j'avais même pas vu que cette sortie était annoncée. Putain, le mec, je l'ai découvert que ça sortait en fait grâce à Sam de Comic City, à ses guides de lecture que vous pouvez retrouver notamment sur Facebook ou sur leur Discord Comic City, où toutes les semaines il vous fait un résumé en fait de toutes les sorties de la semaine, et avec à chaque fois un petit résumé de l'histoire, qu'est-ce que vous allez retrouver à l'intérieur, et puis son avis. Est-ce que c'est à lire, est-ce que c'est à posséder, est-ce que c'est à éviter. C'est vraiment un petit guide que je trouve extrêmement sympa, et sans ce petit guide là, vu que j'ai pas forcément été attentif, j'aurais pas vu la sortie de ça. Étonnant, n'est-ce pas? Le tome 2 de Hulk par Donny Cates, un petit peu Donny Cates, toujours trop de Donny Cates à mon goût, et Ryan Ottley, puisqu'à l'intérieur on va avoir les épisodes 9 à 14, donc la fin de ce run incroyable de Hulk par Donny Cates et Ryan Ottley. Pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo sur le premier tome, j'avais fait une vidéo sur Hulk versus Thor. Les liens ne seront pas forcément en description, mais c'est facile en fait à retrouver. Et puis, il faut bien reconnaître que c'est quand même pas des lectures que j'avais trouvées extrêmement fantastiques. Je peux me dire que je trouve que c'était bien de la merde, hein, clairement. Mais bon, il fallait quand même que je voie la conclusion, surtout que je savais que comment il s'appelle, Donny Cates allait se barrer en fait assez vite. Alors voilà, hein, il peut être fier de son travail, mais il s'est vite barré quand même. Puisque, voilà, oui, pour du 11 au 14, alors c'est très bizarre, parce que Donny Cates est crédité au scénario sur 9, 10 et 12, Ryan Ottley est crédité au scénario pour 11 à 14, une fin de run vraiment pourrie. Est-ce qu'on peut appeler ça un run quand le scénariste se barre avant la fin? Déjà, c'est pas bon signe, hein, quand le scénariste il s'arrache avant la fin. Un petit indice en bas de votre écran, ça pue la merde. Et puis est-ce que c'est vraiment un run quand on est sur simplement 14 épisodes? Oh, un renounet, hein, un renounet. Mais j'avais quand même envie de voir la fin, ne serait-ce que pour savoir comment ça se terminait, comment ils allaient ranger tout ce bordel mis en place sur le personnage dans le premier tome, et voir s'il pouvait y avoir éventuellement un lien avec ce dont on va parler après. Le premier épisode d'Incredible Hulk. Attention spoiler, il n'y en a aucun. Tu finis, tu pas besoin de lire ça, hein, c'est sur la suite, mais ça on en parle tout de suite après. Déjà, première remarque, le titre, La planète des Hulk. Oh là 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 là, mais dis donc, mais quel coup de génie. Le marketing chez Marvel, c'est incroyable. C'est
C'est fou, quoi. Je voudrais assister à une réunion chez Marvel quand les mecs, ils ont des idées comme ça. Parce que Planète Hulk, bon, ça a été fait 15 fois. On a fait Planète Hulk 2, le retour sur Planète Hulk, Planète Hulk World Breaker. Hop, 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 hop. Là, il doit y avoir Jean-François de la Compta qui doit rentrer en disant hey, est-ce qu'on a fait la planète des Hulk? Non, on l'a pas fait. Oh, Banco. Putain. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Mais trouvez des idées, quoi. Si votre seule idée c'est ça, dites-vous que c'est pas la bonne. Hein. Sérieux, hein. Reprenez un expresso et bossez, les mecs. Hein. Oh, mais moi, quand je vois des titres comme ça, je vous jure, mais c'est panique à bord. Hein. Mais vraiment, tu te dis, mais oh, les mecs, putain, ils sont payés pour trouver des idées pareilles. Bref, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est vraiment, j'allais dire, c'est moins pire que le premier tome et Hulk versus Thor. Déjà, putain, pour faire pire que Hulk versus Thor, il aurait fallu qu'ils se lèvent vraiment de bonne heure, hein, les deux là. Mais effectivement, c'est moins pire, notamment la fin où bon, c'est de la merde, hein, voilà, c'est de la merde, mais c'est pas, enfin, si c'est cataclysmique, mais ça aurait pu être bien pire. Vu le point de départ, ça aurait pu être bien pire. Ça a au moins le mérite de planter une petite grainounette. Voilà. Alors le pitch. Ah, c'est les grands moments, les mecs, quand on doit faire les pitchs de trucs comme ça. Bon, vous connaissez le principe de cette version de Hulk. Banner est aux commandes du corps de Hulk, ce qu'on va appeler le vaisseau Hulk. Pour dégager toujours un petit peu plus de puissance, c'est une espèce de 205 GTI, avec une boîte avec plusieurs rapports. Et puis quand il met la vitesse 1 dans son esprit, il y a des ennemis de niveau 1 qui arrivent, c'est l'armée, hop, du coup il est un peu plus fort. S'il n'est pas assez fort, il enclenche le niveau 2, c'est des ennemis un peu plus forts, et puis dans la réalité, il devient encore un peu plus fort, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais on est toujours sur ce principe-là. Et puis Hulk, eh ben il part en voyage, le copain, dis donc. Il part en voyage où? Dans le cosmos. Parce qu'après tout, c'est pas la première fois qu'il part en voyage dans le cosmos, et puis bah, pourquoi ne pas y retourner? Ça, c'est un truc, on va y revenir dessus sur, vous voyez, sur les idées. Il n'y a aucune idée. Il y a une idée originale et c'est de la merde. Il n'y a aucune idée originale là-dedans. C'est que des trucs qu'on a déjà vus et qu'on refait, qu'on se réapproprie, qu'on tord un peu. C'est que des concepts qui ont déjà été vus dans Hulk. Et c'est que ça. C'est que ça. C'est un patchwork d'idées volées chez d'autres. C'est un truc de fou. Il n'y a aucune originalité. Et donc Hulk se barre dans le cosmos. Il va aller sur une planète avec plein de Hulk, hein, où il est un peu à l'origine de cette création, mais on s'en bat les couilles. Et puis évidemment, bah, sur une planète de Hulk, bah, écoute, un petit peu pampant la bagarre. Hein, voilà, pampant la bagarre, puis finalement on se rend compte qu'il a un souci, mon petit Hulkounet, bah, c'est qu'il a un truc qui va pas bien dans sa tête, dis donc, dans son programme informatique mes couilles, et du coup en fait il aurait une espèce de monstre tapis en lui, une sorte d'autre personnalité, oh là là, quelle originalité, le Titan, oh là là, et qui menacerait en fait de prendre le contrôle de Banner, oh là là, flûte. Mais d'où qu'elle vient cette personnalité? Voilà, la petite graine plantée, c'est éventuellement ça. Il y a vraiment zéro originalité. Donc évidemment, à un moment donné, tu t'en doutes que cette personnalité va prendre le contrôle du vaisseau Hulk, ce qui va donner un Hulk mais incroyable, un peu noir, violet. Et puis pour se rendre compte qu'il est vraiment surpuissant et qu'il est vraiment méchant, qu'est-ce qu'il faut au Titan, au Hulk Titan? 2 volcans, un sur chaque épaule. Oh, la belle idée. Dis donc, il doit avoir chaud aux oreilles, hein, le Hulk. Dis donc, ça doit quand même être compliqué en été, surtout par ces chaleurs, d'avoir un volcan sur chaque épaule. Évidemment, ouga bouga la bagarre, mais vous, voilà, tout va bien, tout va vite rentrer dans l'ordre et on laisse à peu près place nette pour la suite. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Que Ryan Otley, il fait comme il peut pour conclure ce truc-là, et il s'en sort pas trop mal. Pas trop mal. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui a laissé, mais il s'en sort pas trop mal. Qu'à un moment donné, Ryan Otley, je pense qu'il ne sait pas dessiner autre chose que des mecs issus de Invincible. Puisque, bon, écoute, pourquoi on s'emmerderait? Dis donc, si on peut pas se faire plaisir en mettant des mecs qui ressemblent à Invincible là-dedans, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est quand même compliqué. Un épisode absolument incroyable.
où Hulk, avec tous ses copains Hulk, il va jouer à la balle. Dis donc, pendant tout un épisode. Belle série, hein, ça vaut le coup, hein, dis donc, ça valait le coup, hein, Donny Cates. Hein. Oh là là, ça valait le coup de venir sur le personnage pour que Hulk il joue à la balle. Voilà, vous voyez, tu te dis là, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air méchant. Non, il fait une partie de ballon prisonnier. Alors, c'est enculé. Ouh, ça me met la chauffe, hein, tous ces trucs-là, moi. C'est vraiment compliqué. C'était vraiment pas un bon truc. Merci quand même Panini d'avoir eu le courage de tout sortir. Je suis content quand même de les avoir dans ma collection. Ne serait-ce que pour la petite graine à la fin. Je vous fais un spoil. Allez, je vous fais un spoil. Dites-vous que là, vous pouvez sauter en fait dans... Allez, j'en ai pour... je vais essayer de faire ça en 30 secondes. Allez, 30 secondes. Qui c'est qui aurait implanté au final cette petite graine dans la tête de Banner, cette espèce de personnalité titan? Je vous la fais en très très court. Et ben dis donc, c'est le leader. Voilà, le leader qui n'est donc pas mort à la fin de Immortal Hulk. On s'en doutait un petit peu. Mais voilà, on essaie de raccrocher un petit peu les wagons avec ce qu'a fait Elewing avec ça. Et puis ça permet de nous expliquer que le leader n'est pas mort, il est en forme de bébé, tout ça. Il y a une petite symbolique quand même que j'aime malgré tout plutôt bien avec la petite graine rouge. Relativement sympa. Convenu mais sympa. Est-ce que je l'ai fait en 30 secondes? Pas mal. Voilà. Est-ce que c'est à éviter? Totalement, totalement, surtout que vous n'avez pas besoin en fait de lire ça pour aller sur la prochaine série Hulk dont on va parler maintenant. Ça c'était la couverture alternative, autant que je vous montre celle-là, puisque je me suis abonné en VO à la nouvelle série Incredible Hulk, puisque à l'issue de ce 14e épisode de Hulk, il y a eu un relaunch de la série. Pas un reboot, un relaunch. On repart sur la numérotation numéro 1 de la série Incredible Hulk avec une nouvelle équipe créative, Philip Kennedy Johnson, qui est un scénariste qu'on voit de plus en plus en ce moment quand même. Je présume que ça fait quand même un petit moment qu'il bosse dans les comics, mais là on le voit de plus en plus, notamment sur son Superman Infinite, qui a eu sa petite heure de gloire sur Superman Infinite, mais c'est ça en fait la question. Est-ce que le Superman Infinite de PKJ était vraiment bon, et c'est ça en fait qui a permis au moins au début de faire en sorte que les gens, les copains en fait en disent du bien, ou est-ce que c'est ce Superman là qui nageait au milieu d'un océan d'autres publications de merde du côté de chez DC, et c'est ça qui lui permettait un tout petit peu de sortir du lot? La question est posée, mais c'est pas moi qui pourrais y répondre. Je reste quand même relativement pas sceptique, méfiant sur la qualité de scénariste de ce monsieur, puisque je connais pas grand chose de ce qu'il a pu faire. Le Superman Infinite au début de ce qu'on disent les copains, c'était vraiment bien, et puis là si on commence à rentrer dans les tomes 4, dans les tomes 5, ça commence à devenir un peu de la merde. Donc est-ce qu'on est sur des tomes de transition? Je sais pas, faudra juger à la fin, mais là pour l'instant, quand tu regardes un peu ce qu'il a fait sur Superman, j'ai pas envie de dire que, attention jeu de mots, que tous les voyants sont au vert pour Incredible Hulk. Mais bon, on va lui faire confiance. Ça m'a l'air d'être une personne relativement sérieuse, et on va voir ce qu'il est capable de faire. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. C'est soit ça, soit je le lis pas. Donc écoute, bienvenue PKJ, je te souhaite tout le bonheur du monde, et surtout de réussir à nous faire un très très beau run. Au dessin, il est accompagné par Nick Klein. Nick Klein, que je ne connais pas forcément non plus énormément, mais que j'avais eu le plaisir de découvrir avec Donny Cates sur Thor. Voilà, dans les premiers épisodes du run de Thor par Donny Cates. D'ailleurs, Panini, hop, où quelle est la suite? Parce que ça fait quand même un petit moment que le tome 1 est sorti en deluxe. Là, on n'est pas du tout passé par la case des 100%. Et la suite du run de Thor, bah dis donc, je ne l'ai pas vu passer. Après, ça se trouve, c'est moi qui me plante et c'est annoncé, ou c'est peut-être même déjà sorti. Mais je serais très très curieux de savoir où c'est passé. Et si vous le savez dans les commentaires, hésitez surtout pas. Donc Nick Klein, que je connais pas particulièrement, mais que j'avais trouvé véritablement brillant au niveau des dessins sur Thor, et donc bon bah écoute, une doublette PKJ Nick Klein, j'ai envie de dire pourquoi pas. À la couleur c'est Matthew Wilson, et j'ai pu me rendre compte que Matthew Wilson il avait également travaillé avec Nick Klein sur Thor. Ils ont peut-être travaillé sur d'autres trucs ensemble, mais voilà, donc j'étais plutôt content au final déjà de voir partir Donny Cates et Ryan Otley.
restons bons amis les copains, mais allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Oh, deuxième jeu de mots, il fait chaud, je dis de la merde. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier numéro? Un premier numéro très intéressant, très très intéressant. On va pas juger de l'intégralité, je vais pas vous faire un jugement, comment dire, fixe sur la série qui sera menée par PKJ et Nick Klein, bien évidemment. On est juste sur un premier épisode, donc il faut rester vraiment raisonnable, il faut rester extrêmement pondéré, mais j'ai envie de dire que c'est un premier épisode qui est encourageant. On se rend tout de suite compte que PKJ, il a vraiment envie de mettre l'accent horrifique, mais vraiment à fond. Ça fait partie de mes petites craintes. Tout simplement parce que Halloween dans Immortal Hulk, il avait poussé aussi ce côté horrifique. Il n'avait pas poussé à son paroxysme, il avait vraiment joué avec cette idée-là, et ça fonctionnait très bien. Et là, j'ai l'impression que PKJ, il a eu un coup d'œil en fait dans le rétro. Il s'est dit attends, qu'est-ce qui a marché chez Halloween? C'est vraiment ce côté un peu horreur. Oh, je vais reprendre ce côté horreur, puis je vais pousser le truc à fond. Ça me fait un petit peu peur. C'est vraiment une appréciation tout à fait personnelle, mais ça me donne ce sentiment-là de on regarde dans le rétro, qu'est-ce qui a marché la dernière fois? C'est vraiment ce côté horrifique. Allez, on va pousser le truc à son paroxysme, forcément les gens ils vont aimer. Ça m'embête toujours un petit peu. J'espère que c'est pas ça. J'espère qu'il a vraiment des choses à raconter avec ce ton horrifique. Dans ce premier épisode, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a des choses à raconter avec ce ton horrifique. L'histoire démarre plutôt bien, c'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup le fait qu'on fasse des références évidemment au travail de Halloween avec la porte verte, etc., etc. On ne mette pas sous le tapis le travail de Donny Cates et de Ryan Otley, parce que même si j'ai la dent dure contre eux, ça fait partie de l'histoire de Hulk, et il y a malgré tout une petite référence ou deux qui sont faites en fait dessus, et c'est bien. C'est bien je trouve que c'est bien. On y fait une petite référence, genre ça s'est passé, on n'a pas oublié, on fait le lien avec ce qui s'est quand même passé avant, mais bon, pas non plus en parler pendant des heures, mais je trouve que c'est un très bon point de départ. Un autre truc que je trouve intéressant, c'est que j'ai le sentiment qu'on a un Philip Kennedy Johnson qui a entre guillemets fait ses devoirs, ou est-ce qu'il a aidé chez Marvel, je sais pas, mais il y a grosso modo dans beaucoup de personnages, dans tous les personnages, il y a un peu de ça, il y a des figures imposées, comme en patinage artistique dans certaines épreuves, c'est-à-dire qu'il y a des gimmicks, des trucs qu'on aime bien revoir et qui permettent en fait de se dire ah, le scénariste a compris le personnage et il sait où il met les pieds. Comme par exemple voir Banner ou Hulk en fait dans un diner, un petit restaurant typique des USA. Ça c'est un truc qu'on revoit souvent. On le voit là-dedans. Voir Banner qui regarde en fait dans un miroir ou dans un reflet en fait et qui voit Hulk à l'intérieur. C'est un gimmick très connu. Ben, voilà, on l'a aussi. Banner qui est grosso modo en cavale. Bon, on l'a aussi. Il y a tout un tas de trucs, tout un tas d'indices qui te laissent sous-entendre que j'ai compris le personnage, je sais où je veux aller, je ne suis pas là pour l'abîmer, je suis là pour vous raconter une belle histoire dessus. Donc c'est très encourageant, mais on va voir sur le long terme ce qu'il va faire. Surtout que PKJ, il écrit Hulk, il continue à écrire Superman, et puis là en même temps il va travailler sur Green Lantern. Alors, je sais pas si en même temps il tond la pelouse ou qu'il recolle la tapisserie, mais je ne suis jamais vraiment très très enclin à apprécier des scénaristes qui travaillent sur beaucoup de séries à la fois, et surtout des séries qui sont si différentes. Quand c'est des séries qui se répondent encore dans un même univers, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là il va falloir qu'il soit vraiment très très fort pour ne pas se perdre et qu'il y ait une de ces séries qui soit en souffrance. Bon, après si c'est Superman qui souffre, perso, j'en ai rien à battre. Pour être tout à fait honnête. Green Lantern, ça m'embêterait beaucoup parce que ça va être une histoire qui va tourner autour de Jon Stewart. War Journal, ça devrait s'appeler. Et je pense que j'irai dessus aussi. Ça m'intéresse beaucoup de voir une histoire autour de Jon Stewart. Déjà, j'adore les Green Lantern, donc forcément, j'irai voir. Mais voilà. On va voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement, j'ai pas envie de plus vous spoiler que ça. Je trouve que c'est un premier épisode solide qui donne vraiment envie d'aller voir la suite. Au niveau des dessins, si je vous ai pas parlé des dessins. Nick Klein, que je trouve quand même extrêmement bon.
dans le dessin déjà d'une part. Vous savez que j'attache une importance à la manière dont on dessine Hulk. Tout le monde pourrait penser que c'est simple de dessiner Hulk, or c'est pas si simple que ça de dessiner un, un monstre en fait de cette taille et qui puisse dégager en quelques cases en fait autant de puissance. Il y a des gens qui le dessinent très bien, il y a des gens qui le dessinent selon moi très mal. En fait, il faut qu'on, à travers le dessin, on ressente cette puissance-là. Nic Klein le fait très bien. Il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est dans la construction de ces pages. Au-delà du dessin, je trouve que les pages sont très bien construites dans ce premier épisode et c'est vraiment intéressant. Il y a notamment une double page d'une scène de transformation où je vous invite en fait le jour où vous pourrez voir cet épisode à regarder le dessin évidemment, mais la construction en fait du dessin, comment la double page elle est construite, comment votre œil va se balader pour finalement en fait vous raconter cette double page et cette transformation. C'est très malin. C'est très malin, c'est très bien fait, et là encore une fois c'est très encourageant. On est sur un premier épisode. On a bien compris que l'accent horrifique allait être vraiment vraiment important. Il y a pas mal de graines qui sont plantées en fait dans ce sens-là, et je pense que ça va vraiment prendre pas mal de temps. Est-ce que ça va... Vraiment, je suis incapable de dire combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va être... J'ai beaucoup de questions. Est-ce que Nic Klein va avoir une écriture stricte en arc et que dans 6 épisodes, quand il aura fini son ton un petit peu horrifique, il va passer carrément sur autre chose. Enfin, tout n'est pas forcément très clair. Il y a beaucoup de choses à découvrir autour de cette série. Néanmoins, sans lui signer un chèque en blanc à PKJ et à Nic Klein, je suis vraiment content de les retrouver sur cette série, notamment après Donny Cates, et ça sent bon. Je vous encourage à suivre cette série. Et puis voilà, on va découvrir. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur chaque épisode. On verra quand ça sortira en VF. Là, j'en reparlerai. Ou pas, ça se trouve, je vous en parlerai avant. Tout dépend de la gueule des épisodes. Si ça m'inspire ou si ça m'inspire pas, je verrai. En tout cas, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, je vous reparlerai de cette série. En tout cas, ça fait plaisir, après Donny Cates et Ryan Otley, de voir une nouvelle équipe créative qui a l'air de respecter le personnage et d'avoir des choses à raconter dessus. Ça, c'est cool. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes ces lectures. Oui, j'ai été un petit peu long, mais c'est l'été, vous avez le temps, vous écouterez ça sur la plage. Ou le soir, sous le parasol. Allez, c'est la fin pour moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt dans la rubrique de G. On se retrouve évidemment dans les commentaires pour discuter un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bel été. Salut.